Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Je commencerai en fait en disant que le pouvoir ne se donne pas, il se fabrique et parfois il se travestit. C'est autour de cette réflexion que nous ouvrons cette session consacrée à la reproduction du pouvoir au Cameroun. À la veille d'une élection présidentielle décisive, dans un contexte marqué par les incertitudes, les recompositions et les résistances, nous vous proposons une exploration à plusieurs voies de ce que signifie gouverner, durer ou encore se légitimer au sein d'une société où s'entrelance ou bien où s'entremêle l'État, citoyenneté, les réseaux et les symboles dans une dynamique à la fois visible et souterraine. Je tiens donc tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à la suite de Sylvain dans le cadre de ce colloque intitulé « De l'Afrique en miniature au continent, Cameroun 2025 ». Pour modérer cette session, je me présente, je suis Roger Oyeno, doctorant en 5e année à Sciences Po Bordeaux et attaché de recherche et d'enseignement au sein du même établissement. J'appartiens au laboratoire Les Afriques dans le monde. Mes travaux portent sur les motions de soutien en tant que levier de légitimation du système présidentiel et des élites gouvernementales au Cameroun. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par 4 intervenants dont les recherches éclairent chacun à leur manière des dynamiques contemporaines du pouvoir camerounais. Donc nous avions dans ce panel Danielle Minteu-Kadje qui est enseignante à l'université de Tchang au Cameroun, dans la région de l'Ouest précisément. Nous avons Nicolas Serge Ndok, qui est enseignant à l'université de Ngaoundéré, dans la partie entre le centre et le nord du Cameroun, donc mi-grand nord, mi-centre. Donc la Damaoua, c'est un peu difficile généralement à situer. Il pourra mieux défendre et mieux nous expliquer en fait cette dynamique. Et nous avons en fait Hubert Jeff Obian, qui est doctorant à l'université Lyon-Lumière. Si je ne me trompe pas. Ouais, Lumière, Lyon. Oui, d'accord. On espère qu'il apportera de la lumière en fait sur d'autres choses sur le Cameroun, que je ne saurais en parler mieux que lui. Il y a Ferdinand Idriss, qui est Fernand Idriss, merci, Mintogué, qui est docteur en anthropologie politique ou en sciences politiques. Anthropologie. En anthropologie, merci. Il est affilié à l'IMAF. Chacun prendra brièvement la parole pour se présenter avant le développement de sa communication. La question centrale qui guidera nos échanges est la suivante. Comment le pouvoir se reproduit-il dans une société marquée par l'incertitude, la complexité et la pluralité des logiques sociales et politiques? Donc pour commencer, chacun aura sensiblement 10 à 12 minutes, voire sensiblement 15 pour ceux qui sont assez longs, pour vous éclairer sur sa présentation. Nous commençons donc directement par Danielle Minteu-Kadje, qui a coécrit un article avec Christophe Préma. Et cet article est intitulé « Le Cameroun, une post-colonie en transition ». Donc je crois que dans cet article, elle tente en fait de nous faire une sorte d'analyse des continuités post-coloniales du pouvoir à partir d'une perspective historique et d'une autre théorie. Donc je laisse la parole à Danielle pour commencer sa présentation. Je vous remercie de me passer la parole. Mais avant que je ne débute, je ne sais pas si l'on pourrait m'aider parce que j'ai un support, j'ai un PowerPoint et j'aimerais évoluer de manière, je voudrais évoluer en même temps avec le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc pendant qu'ils sont à la tâche, je tiens à me présenter. Je suis Danielle Minteu-Kadje. J'ai obtenu ma thèse à Sciences Po, j'ai obtenu ma thèse de doctorat à Sciences Po Bordeaux et je suis enseignante de sciences politiques, notamment en politique publique à l'université de Tchang à l'ouest du Cameroun. Et je tenais à dire que cette communication est le résultat d'une amitié académique entre Christophe Préma et moi, amitié qui a débuté lorsque j'étais étudiante doctorante au LAM et lui lorsqu'il était au centre Émile Durkheim. Malheureusement, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, il ne peut être des nôtres cet après-midi. Donc, de nombreuses raisons, oui c'est bon, merci, de nombreuses raisons ont donc motivé le choix de ces thèmes, au rang desquels, donc, je tenais à dire que de nombreuses raisons ont ainsi motivé le choix de ce thème, au rang desquels un contexte politique tendu.
D'abord, la crise sécuritaire dans laquelle se retrouve le Cameroun, à savoir cette situation qui perdure dans les régions anglophones du Cameroun. Vous devez garder à l'esprit qu'au Cameroun, nous avons 10 régions, donc 8 régions francophones et 2 régions anglophones. Et depuis 2016, il y a eu des revendications corporatistes des avocats et des enseignants qui ont dégénéré et qui sont progressivement devenues des revendications irrédentistes. Nous avons aussi dans la région de l'extrême nord, frontalière du Tchad et du Nigeria, des attaques intermittentes de Boko Haram. Et enfin, il y a des tensions relatives à la publication de la liste électorale, car c'est une année sensible au Cameroun, c'est une année sensible avec des tensions latentes. Et donc, il y a eu ainsi un contentieux relatif aux articles 80 et 81 du Code électoral. Et le 8 janvier 2025, donc, le MRC de Maurice Kamto a ainsi saisi le Conseil constitutionnel avec comme objet de recours le respect de l'article 80 du Code électoral. C'est un article qui fait référence à la publication de ce fichier électoral. Donc c'est ainsi la somme de ces 3 éléments qui nous a conduit à réfléchir. Mais le point culminant de cette réflexion est bien évidemment, l'absence du président Biya. L'absence du président Biya de septembre à octobre 2024. Et c'est donc une absence ainsi qui a généré une littérature abondante. Car avec cette élection présidentielle qui se profile, il y a des tensions latentes et ces tensions se sont illustrées sur le plan journalistique. Et ça nous a ainsi conduit, Christophe et moi, à réfléchir sur la question. À travers ces interrogations, aussi bien dans la presse francophone que dans la presse anglophone, nous nous sommes rendus compte que cela générait ainsi des tensions, mais cela traduisait aussi l'état d'esprit du peuple relativement à cette question d'alternance politique. La problématique est relative, bien évidemment, aux effets discursifs de cette absence, dans les médias francophones et anglophones, car cette analyse que nous soumettons à votre appréciation cet après-midi s'inscrit à la croisée de la science politique et de l'analyse du discours, et elle se propose de saisir cette séquence comme un révélateur discursif des dynamiques post-coloniales au Cameroun. Sur le plan théorique, il est question d'apprécier la vacance du pouvoir dans ce contexte de veille électorale, dans ce contexte de tension latente sur le plan social, mais aussi sur le plan politique. Comment peut-on appréhender cette absence présidentielle de plus d'un mois, ce silence institutionnel consécutif à cette absence? Cela ainsi nous a ainsi conduit à réfléchir sur cet article et nous avons eu comme support théorique le concept de post-colonie d'Achille Mbembe. Achille Mbembe qui était un Camerounais. La prof Marie-Emmanuelle l'a dit tout à l'heure que le Cameroun a servi de base, de socle pour de nombreuses réflexions africanistes. Achille Mbembe est un Camerounais et il réfléchit sur la post-colonie à partir du terrain camerounais. Ça nous a ainsi servi d'inspiration dans le cadre de cette réflexion. Et donc, nous avons ainsi appréhendé cette post-colonie dans la perspective d'Achille Mbembe comme un mode d'exercice du pouvoir hérité du système post-colonial, mais reconfiguré dans un cadre indépendant avec des logiques paradoxales au sein desquelles on trouve plusieurs formes de pouvoir, notamment militaires, bureaucratiques et clientélaires. Mais Achille Mbembe insiste sur une autre dimension dans la post-colonie à travers une expression qui nous a semblé idoine pour cette réflexion lorsqu'il parle de pouvoir spectral. Nous nous sommes donc posé la question de savoir, Christophe et moi, si l'on pouvait réfléchir relativement à ce silence sur le pouvoir spectral dans cette configuration d'absence et de silence institutionnel. Nous avons aussi, entre autres,
utiliser les théories des auteurs comme Abatel, comme Foucault, ces théories relatives au silence, ces théories relatives au silence, au pouvoir du silence et de la non-parole dans notre contexte politique camerounais. Comment peut-on appréhender ces actes silencieux, ces actes qui nous permettent d'appréhender, de réfléchir sur le silence comme symptomatique d'un retrait symbolique d'un acteur principal qualifié par une certaine presse de sphinx en raison de son goût du secret, de ses rares apparitions publiques et de la gestion énigmatique de son autorité. Au niveau du corpus et de la méthode, nous avons ainsi un corpus bilingue. Nous nous sommes comment dirais-je, adossés sur des logiciels tels Nexus Uni et Tropes pour analyser les presses francophones et anglophones relatives à cette dynamique qui faisait référence au silence présidentiel. Nous avons donc ainsi exploité 331 articles francophones et 298 articles anglophones. Et au terme de cette étude, nous avons pu, bien évidemment, appréhender le fait que dans le contexte camerounais, la presse francophone est souvent perçue comme plus proche du pouvoir central, en partie en raison de son ancrage à Yaoundé pour la majorité, ou peut-être de la proximité linguistique, alors que la presse anglophone est plus critique. Donc ce logiciel nous a ainsi permis de réfléchir sur cette dynamique. D'abord le logiciel Nexus Uni et ensuite le logiciel Tropes. Et nous avons ainsi pu avoir pour hypothèse la réflexion sur cette absence présidentielle en tant qu'événement discursif et qui génère des formes d'interprétation différenciées selon les univers de langue et de légitimation politique. Une même dynamique politique, mais qui est différemment appréciée en fonction de la perspective linguistique. Là, nous avons un tableau qui fait une synthèse des sources les plus fréquentes utilisées dans le corpus francophone relativement à ce silence présidentiel. Nous avons ainsi pu extraire certains supports, certains journaux, et nous avons ainsi pu faire cette étude car elle sera comparée à ce qui est fait dans la presse anglophone. Avec le tableau qui va suivre, dans la presse anglophone, nous avons un autre type de support, et nous gardons à l'esprit que la presse anglophone relativement à cette thématique est plus critique. Nous avons ainsi la présence de nombreux verbes dans la presse anglophone. Vous avez l'usage des verbes avoir dans la presse francophone, du verbe faire, du verbe être. Nous avons des discours de légitimation et de stabilisation narrative. Ainsi, c'est de manière synthétique les résultats à la suite de l'exploitation de ce logiciel relativement à ce travail. Et nous avons dans la presse anglaise, la presse anglophone, nous avons là un extrait par exemple du Deutsche Welle World au terme duquel nous pouvons lire que la plupart des Camerounais n'ont connu qu'un seul dirigeant, à savoir le président Paul Biya, et son absence, et en l'absence de successeur évident, certaines figures de l'opposition s'inquiètent de voir les tensions latentes s'aggraver. Mais c'est sans doute la réaction du présentateur de cette chaîne publique qui en dit long après le retour de Paul Biya au Cameroun lorsqu'il dit « Ce n'est pas un fantôme, c'est bel et bien le président Paul Biya en pleine discussion avec les membres du gouvernement.
devons garder à l'esprit que face à cette absence prolongée, la population camerounaise, le bas peuple entre guillemets, était convaincue de la mort du président camerounais, et c'est la raison pour laquelle ce journaliste fait référence au terme fantôme. Là, nous avons des résultats des collocations autour du verbe, de nombreux verbes que l'on a choisi d'extraire et d'apprécier sur la base de ce logiciel. Ici, nous avons le terme announce en anglais. Nous avons une fréquence comparée des substantifs dans les corpus francophones et anglophones. Le même thème, mais différemment apprécié en fonction de la perspective linguistique. Et là, nous avons l'usage du terme. Dans le corpus francophone, l'usage du terme Paul Biya, dans le corpus francophone, il apparaît 1106 fois, et dans le corpus anglophone, il apparaît 1305 fois. J'aimerais savoir de combien de temps je dispose encore. 3 minutes, 4 minutes. Ok, merci. Et là, les références au terme Cameroun, dans le corpus francophone, vous pouvez le voir à l'écran, apparaît 795 fois, et dans le corpus anglophone, 507 fois. Et il était question donc, à travers toute cette réflexion, de nommer l'absence. De nommer l'absence dans le contexte politique camerounais actuel, qui est un contexte d'incertitude, un contexte de tension latente, un contexte même de peur pour certaines personnes. Et nous avons pu ainsi dire que le corpus francophone privilégiait des termes institutionnels ou nationaux, alors que le corpus anglophone était plus diversifié et faisait ainsi ressortir des qualifications autour de la santé du président. Là, ce sont de manière très technique les analyses que nous avons eues à travers l'usage des logiciels Troupes et Nexus Uni. Et nous tenons à dire qu'au terme de cette appréciation, que les modulations grammaticales, en anglais, nous avons plus de modalisateurs temporels et de manière, alors qu'en français, nous avons un usage beaucoup plus accru d'adjectifs d'intensité et de verbes actifs. Donc, au terme donc, de cette réflexion, nous pouvons dire que la constitution discursive de la vacance du pouvoir au Cameroun débute le 3 septembre. L'appréciation, la réflexion que nous avons engagée a débuté en début septembre et s'est achevée à la fin du mois d'octobre. Donc, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024, ces deux corpus médiatiques, anglophones et francophones, rendent compte d'une série d'événements discursifs marquants autour de l'état de santé du président Biya. Le 3 septembre marque sa dernière apparition publique, 3 septembre 2024, dernière apparition publique officielle au sommet Chine-Afrique. À partir donc de cette date, son absence prolongée a généré de nombreuses interrogations. Mais au terme de cette réflexion, et comme on le constate même là dans le cadre de cette analyse, ces rumeurs sont rapidement démenties par les autorités, mais ces rumeurs sont aussi démenties par le retour du président Biya au Cameroun. Là, ce sont toujours des tableaux, car nous avons raisonné dans une dynamique lexicale avec cette analyse lexicométrique de ces termes. Et nous pouvons dire que les titres francophones sur le président Biya révèlent une dramaturgie du pouvoir. Une dramaturgie du pouvoir. Nous avons des articles, par exemple, où il était question du retour d'un roi. Le retour d'un roi. Nous avons aussi des logiques qui illustrent des scènes ritualisées, mais ce que l'on voudrait dire relativement à ce travail qui a certes des limites, c'est que nous avons eu un accès restreint à certaines sources locales. Nous avons constaté une surreprésentation de certains médias, par exemple médias comme Jeune Afrique. Nous avons des limites méthodologiques. Certains poseront la question de savoir si ces logiciels utilisés traduisent véritablement la réalité de cette dynamique. Et nous avons aussi des asymétries linguistiques et
politique, des asymétries linguistiques et politiques. Et enfin, nous avons une temporalité contrainte. Mais avant d'achever mon propos, je voudrais dans la continuité du prof Marie-Emmanuelle Pomorol, revenir sur ce qu'elle a qualifié de... En fait, dans le premier mouvement de sa pensée, lorsqu'elle disait « Comment peut-on parler du Cameroun dans ce contexte d'incertitude politique ?» Lorsque j'ai demandé une permission dans le cadre, lorsque j'ai eu à rédiger, à élaborer le dossier, un dossier qui génère un ordre de mission pour que je puisse me déplacer en tant qu'enseignant, il y a un responsable administratif qui m'a posé la question de savoir ce que j'allais faire à Bordeaux, pour quel titre, et surtout qu'il fallait que je sois patriote. Et moi, je lui ai juste répondu, écoutez, professeur, je n'ai fait qu'analyser les faits, et rien que les faits. Comment peut-on parler du Cameroun dans ce contexte d'incertitude politique? N'est-il pas osé de parler dans ce contexte d'incertitude politique? Oui, nous sommes pleinement conscients qu'il est osé, vu que nous sommes dans une dynamique d'immobilisme, une dynamique double. D'un côté, nous avons l'immobilisme, et de l'autre, nous avons un désir de changement. Oui, nous sommes dans une logique d'incertitude politique. Oui, ce titre peut sembler pour certains osé. La transition, par rapport à quoi? Est-ce relativement, est-ce par rapport à la finiture ontologique de l'acteur principal? Est-ce une transition en termes de plus de transparence? Est-ce une transition en termes d'un désir accru de liberté, comme on le constate, la liberté d'expression qui s'accroît de plus en plus? Donc, c'est sur ces interrogations personnelles que j'achèverai mon propos. Merci beaucoup.